précis et concis parce que il y a 8 à 9 collègues inscrits encore et je pense que tout le monde va te poser leurs questions au ministre ce soir. Donc maintenant, la parole est au collègue Stevie Gustave. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues députés et collaborateurs. Monsieur le ministre, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, car au-delà des chiffres, ce budget pour les Outre-mer concerne des vies, des familles, des jeunes, des travailleurs, qui endurent des conditions souvent inacceptables. Ce budget, tel qu'il est proposé, semble ignorer la réalité de ces territoires. Alors que des manifestations éclatent pour dénoncer la vie chère, cette baisse de près de 300 millions d'euros dans les crédits de la mission Outre-mer est tout simplement inadmissible. Alors qu'il faudrait des moyens accrus, des réponses concrètes et surtout du respect. Les chiffres sont accablants. Le programme Conditions de vie en Outre-mer baisse de 37%, c'est 400 millions d'euros en moins. L'aménagement du territoire, le soutien aux collectivités, les budgets sociaux et culturels sont en chute libre. Ce n'est pas une simple réduction de moyens, c'est un message d'abandon. Pendant ce temps, faire ses courses en Outre-mer coûte 40% de plus qu'en métropole. Comment une famille nombreuse peut-elle encore nourrir ses enfants? Comment un jeune peut-il envisager l'avenir? Monsieur le ministre, il est urgent d'agir et de donner des signaux forts. Commençons par des mesures de bon sens. Pour les abonnements téléphoniques, par exemple, et Internet. En Outre-mer, on paye le même prix qu'en métropole pour un service de moindre qualité, sans très haut débit. Cette inégalité doit cesser. Quant à l'eau, comment accepter qu'en 2024, des foyers soient encore privés d'un accès fiable à l'eau potable? Entre infrastructures vétustes et scandales, la situation est insupportable. Un plan d'urgence national avec des contrôles stricts et indispensables pour ce bien vital soit garanti. Il est aussi impératif de réduire les prix de produits de première nécessité, soit en abaissant les taxes sur les produits importés, soit en soutenant la production locale pour les rendre accessibles. Comment justifier que l'eau Chamflore, en Martinique, produite localement, soit plus chère que l'eau Evian qui est importée? Enfin, nos jeunes ultramarins ont besoin de pouvoir rêver, réfléchir, se projeter, pour pouvoir construire leur projet d'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour cela, ils ont besoin d'un véritable plan d'éducation, de formation et de culture. Ce budget doit être revu, Monsieur le ministre. Nous devons rétablir les crédits pour la continuité territoriale, renforcer les fonds contre la pollution à la chlordécone, instaurer un chèque alimentaire d'urgence et soutenir le développement économique avec des initiatives durables. Monsieur le ministre, redonnons aux Outre-mer la place qui leur revient dans notre République. Ces mesures ne sont pas seulement budgétaires, elles sont essentielles pour la justice et la dignité de tous nos concitoyens ultramarins. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, collègue. La parole est à la collègue Kabidi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne vous interrogerai pas particulièrement sur le budget parce que j'ai eu l'occasion de le faire hier en commission des lois. J'avais deux questions très précises. La première concerne la régulation des prix. On a adopté 2 amendements en séance sur la suppression de la TVA en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. L'un concerne une suppression totale, l'autre, à l'initiative du gouvernement, une suppression uniquement sur les prix du bouclier qualité-prix. J'imagine qu'au bout de tout ça, il ne restera plus que votre amendement, mais il faut bien qu'il y ait un mécanisme de régulation des prix si on ne veut pas que la suppression de la TVA soit absorbée par les marges bénéficiaires des distributeurs. Or, un amendement de notre collègue Naillet en ce sens a été rejeté en séance. Il avait été évoqué par le rapporteur, notre collègue de Courson, la possibilité d'un blocage des prix par le préfet, au moins pendant quelques mois, dans un premier temps après cette suppression. Donc, quels sont les mécanismes précis que vous entendez mettre en œuvre pour s'assurer que la suppression de la TVA sur les produits du BQP ne se traduise pas par l'augmentation des marges plutôt que par une baisse des prix? Je voulais savoir également si vous entendiez mettre en place cette mesure à La Réunion dès le 1er janvier 2025, puisque la condition que le gouvernement pose en Martinique sur la suppression de l'octroi de mer sur ces mêmes produits est déjà satisfaite à La Réunion depuis plusieurs années.
La deuxième question concerne les CIMM, les centres des intérêts matériels et moraux. Vous savez peut-être que j'ai travaillé une PPL sur l'emploi et le retour des fonctionnaires ultramarins qui portait notamment sur la révision des CIMM. Je l'avais travaillé à l'époque avec M. Guérini, le ministre de la Transformation de la fonction publique, et il s'était engagé, puisque cette PPL n'avait pas passé la séance, à ce qu'on y travaille ensemble, puisque ça figurait dans les objectifs du SIOM. J'ai eu la désagréable surprise de voir qu'une circulaire était bien sortie quelques mois après nos discussions, sans qu'on ait pu y travailler ensemble. C'est une circulaire qui facilite le travail de l'administration, puisqu'elle harmonise les CIMM et qu'elle instaure des critères pérennes pour les agents. En revanche, elle n'a absolument pas toiletté ces critères. On a des choses absolument ubuesques. 2 critères suffisent. Il suffit d'avoir un compte bancaire en Outre-mer et d'être inscrit sur les listes électorales pour être considéré comme ultramarin. Et je pense que vous convenez assez aisément que ça ne peut pas suffire. J'aimerais qu'on y retravaille. Dans le dernier SIOM, la case était cochée en vert, considérant que le sujet était épuisé et satisfait. Il ne l'est absolument pas. Je compte bien y revenir et je voulais savoir si vous comptez le remettre à l'ordre du jour du nouveau SIOM. Merci. Merci, collègue Kabidi. La parole est au collègue Maillot. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, vous avez indiqué via les médias qu'il ne faut pas vous mettre la pression. Ce n'était pas mon but, mais permettez-nous de vous mettre face à nos réalités. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il ne faut pas s'interdire des remises en cause et je pense que c'est une bonne base pour commencer à travailler. Vous avez parlé de l'autonomie alimentaire qui est chère à moi, chère à la vision que j'ai pour mon pays, La Réunion. Êtes-vous prêt à remettre en cause le bassin, le fait d'avoir des vrais échanges commerciaux avec nos bassins respectifs, notamment pour mes frères de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, mais aussi à La Réunion. Nous achetons beaucoup trop avec l'Europe, qui n'achète pas grand-chose avec nous parce qu'on ne produit pas grand-chose non plus, mais il serait de bon sens, à mon avis, de pouvoir échanger davantage avec les pays qui nous avoisinent, donc l'Afrique du Sud pour nous, l'Inde et la Chine. Et ça diminuerait drastiquement aussi l'empreinte carbone. Et pour continuer dans cette logique-là, en hexagone, un produit avant d'arriver en rayon passe 3 au maximum 4 étapes. Chez nous, un produit avant d'arriver en rayon passe 13 étapes. Et par ces 13 étapes, en fait, nous avons des acteurs qui, à chaque fois, remettent une marge, et qui entraînent la cherté de la vie en bout de chaîne. Et parfois, les mêmes acteurs reviennent 13 fois. C'est-à-dire une situation monopolistique. Chez nous, c'est plus géopolitique, mais qui ressemble clairement à un monopole. Êtes-vous prêt à casser ce système monopolistique ou géopolitique dans nos territoires qui entraîne la cherté de la vie? Quand on achète un clou, on achète ailleurs. Quand on achète une voiture, on achète ailleurs. Quand on achète du yaourt, on achète ailleurs. Tout ce qu'on achète ailleurs gagne de l'argent dessus. Donc, c'est cela, en fait, quand on s'aligne sur soi-même, forcément, le prix est salé à la fin. Deuxième question qui a été aussi emmenée par ma collègue Emeline Kabidi, et rapidement, je termine, Monsieur le Président. J'ai réussi à faire passer un amendement sur la LODEOP qui préserve nos TPE-PME. Nos TPE-PME à La Réunion, c'est 90% des emplois passent par ces TPE-PME et ils représentent la force vive de nos territoires. Est-ce que à la fin de ce budget, je ne sais pas s'il va passer en État, il va arriver au Sénat sur un 49.3, est-ce que vous allez sauvegarder cet amendement qui est un bouclier, qui est vraiment un bol d'air pour nos TPE-PME? Sans ça, ils fermeront boutique, comme c'est déjà fréquent chez nous à La Réunion. Et enfin, Monsieur le Ministre, j'espère de nouveau avoir la parole dans un instant, mais j'avais besoin de vous dire que nous, les peuples d'outre-mer, on est 2,7 millions d'hommes et de femmes. Nous ne sommes pas un dossier à récupérer sur un bureau, mais bien un peuple à entendre et surtout à comprendre. Je compte sur vous. Merci, collègue Maillot. Et la parole est à la collègue Bellet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues.
Malheureusement, je vais faire de la pédagogie par de la répétition, parce que ça fait déjà la 3e fois que nous nous voyons. Mais vu que tout le monde n'a pas entendu, je tiens à répéter ce que peuvent être les doléances de la Martinique. En l'occurrence, je veux, moi, répondre au collègue Servat pour avoir participé aux tables rondes sur la question de la baisse de 20% de la TVA sur un certain nombre de produits. Alors, il s'agit en fait d'un système compensatoire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une baisse brute, il s'agit d'une baisse là pour laquelle l'État n'a pas l'intention de perdre de l'argent, puisque ce qui va être retiré d'un côté sur les produits dits de première nécessité et d'achat courant, c'est-à-dire 54 familles de produits, sera récupéré sur d'autres produits. C'est ça la réalité du protocole. Et c'est ce qui est indiqué très clairement, c'est-à-dire que des produits qui bénéficiaient jusqu'à maintenant d'exonération de TVA vont se retrouver donc désormais taxés de TVA. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en séance, j'ai tenu à défendre tous les amendements sur lesquels un certain nombre de collègues étaient, et également un amendement présenté par le collègue William, ici présent, qui a été adopté et par lequel nous avons pour l'heure obtenu la disparition de la TVA sur tous les pays des océans. Ça, c'est une vraie mesure de justice sociale, et ça, c'est une vraie mesure qui permettrait en effet d'influer sur les prix. Sur l'octroi de mer, je vous l'ai déjà dit, moi je pense que nous sommes prêts, que nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté déjà exprimée à de nombreuses reprises dans tous les congrès des élus en Martinique sur le maintien de l'octroi de mer. On ne va pas aller à l'encontre de la démocratie locale. Néanmoins, ce qui a été sollicité, c'est un meilleur dynamisme de cette fiscalité qui est entre les mains de nos pays et de nos localités. Et ça, c'est important parce que ça permet en effet de faire des politiques publiques différenciées. Et une de mes demandes, c'est que nous puissions respecter ça. Le fait que nous ayons besoin d'avoir la main sur des méthodologies de mise en place et des choix de mise en place de politiques publiques. Troisième chose, et donc ma première question, c'est, Monsieur le Ministre, est-ce que vous allez soutenir l'idée telle que la soutient d'ailleurs l'expression dont nous faisons partie, nous députés, c'est-à-dire l'expression de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire soutenir l'idée d'un vrai gage de l'État sur la question de la TVA. Total ou partiel, mais en tout cas pas compensatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas d'un welto, comme on dit chez nous, way ou pas way, ça apparaît d'un côté, ça disparaît de l'autre, ou ça disparaît d'un côté pour apparaître de l'autre. Bon. Ma deuxième, et je rejoins de ce côté-là le camarade et collègue Servat. Aujourd'hui, jusqu'au MEDEF, nous sommes arrivés à la conclusion que l'une des vraies solutions à nos difficultés en matière de prix serait évidemment que l'État consente désormais à nous traiter comme le reste de la France sur un certain nombre de dispositions. Et je vous ai évoqué deux comparatifs. Le premier, que je réévoque ici, c'est celui évidemment de la Corse, de la continuité territoriale. J'ai bien compris que comparaison n'était pas raison, mais enfin je ne vois pas ce qui nous diffère tant que ça, en tout cas qui justifie que l'on ait par territoire près de 200 millions d'écarts, parce que si on compte ces 2,7 millions de personnes dont a parlé tout à l'heure le collègue Maillot, si on divise ces 65 millions sur les 2,7 millions de personnes, les 67 millions de l'ADOM, quasiment, bon, qui n'est qu'une aide au voyage sur une aide au voyage et pas de la continuité territoriale, nous sommes quand même loin des 211 et 220 millions d'euros, si ce n'est plus, reçus par la Corse, encore en 2023. Je n'ai pas les dernières délibérations, mais c'est ça. Donc je veux savoir si vous êtes aujourd'hui dans la démarche, et je veux une réponse vraiment, dans la démarche de soutenir désormais, non pas une aide au voyage de la DOM, mais une continuité territoriale pour nos territoires. Et puis, j'ai presque fini, collègue, je vois, président, que tu es impatient. Et puis, dernière question, monsieur le ministre.
et vraiment sur laquelle j'attends également une réponse. Quand viendrez-vous en Martinique ? Et je la pose parce que non, mais je la pose parce que c'est important dans l'image que nous donnons et dans l'accueil qui pourra vous être fait. Pour moins que ça, parfois, nous avons des aéropages importants de la représentation gouvernementale. Et là, notre île est en train de brûler. Les gens vivent sous tension permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos commerçants nous disent qu'ils sont en train d'étouffer parce que les gens n'osent pas sortir. Évidemment, nos restaurants, eu égard au couvre-feu, ne fonctionnent pas. Et l'impression, alors peut-être que nous sommes un peu trop affectifs, c'est ce qu'on va dire, mais enfin l'impression et les preuves que ça donne, c'est celle d'un certain désintérêt, voire d'un mépris. C'est ce que nos populations pensent. Donc nous souhaiterions savoir quand vous viendrez et quand... moi, c'est pas... je vous vois régulièrement maintenant, donc c'est pas... J'ai pas besoin de vous voir plus. Mais enfin, je crois qu'on doit ça, quoi qu'il en soit, à la population qu'on représente. Et vous êtes ministre aujourd'hui délégué aux Outre-mer. Et il me semble nécessaire que vous puissiez montrer à la population qui, pour certains, vous attend, ou pour une partie vous attend, que vous avez, ne serait-ce que ça, des gares pour elle, et que vous allez rapidement pouvoir vous déplacer. Merci. Merci, collègue Bellet. La parole est au ministre pour les réponses pour les 4. Vous voulez qu'on enchaîne ? Non, que vous voulez. Non, allez-y. Comment ? Non, j'ai dit pas trop de questions en même temps, parce que sinon ça fait des réponses Oui. dilatoires. Non, on reste sur le rythme qu'on a donné. Allez-y, monsieur le ministre. Ce qui n'est pas pour autant un problème dilatoire. Si je vous répète les questions, c'est peut-être que je n'ai pas obligatoirement eu toutes les réponses. Ou pas bien entendu ce que j'ai dit, c'est aussi possible. Bien, sur, Monsieur Gustave, la problématique de l'eau, c'est effectivement un sujet majeur. Alors, il y a eu un plan eau qui a été lancé en 2016, qui a été actualisé en 2024. Bon, il n'y a pas de difficulté sur le principe en tant que tel. Moi, l'impression que j'ai du peu de temps que j'ai la mission, c'est que les choses, certes, il y a un dispositif qui est mis en place, mais que les choses ne vont pas assez vite. On devrait rechercher sur ce sujet-là une efficacité beaucoup plus grande dans la réalisation des projets qui sont prévus maintenant depuis plusieurs années, dans la gestion de ce qui est un élément vital. Et donc, moi, l'engagement que je prends, c'est au-delà de... Bien sûr qu'il faut qu'il y ait le budget, mais qu'on trouve le moyen d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de l'eau. Alors, c'est vrai en Guadeloupe, c'est vrai aussi à Mayotte, mais pour d'autres raisons, sur d'autres sujets. Enfin... Pardon ? Ah oui, ils n'entendent pas là-bas, d'accord, très bien. Et donc, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace. On ne peut pas prendre autant de retard, c'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs, enfin, c'est une réflexion toute personnelle, d'ailleurs assez extravagant qu'on en soit là, hein, pour tout dire. Donc, ma conviction profonde, c'est vraiment celle-ci. Donc, on va essayer d'aller le plus rapidement possible, mais surtout le plus efficace possible dans l'exécution des projets tels qu'ils ont été prévus. Je me souviens d'ailleurs que, alors, en chiffres, ce que j'ai... 2024-2027, on a 270 millions d'euros qui sont contractualisés dans le cadre du CCT Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais bon, sur la période 2016-2023, il y avait un peu plus, il y avait 411 millions et demi qui étaient engagés. Bon. La question, c'est de faire. Vraiment, je suis convaincu que la question, c'est de faire et de mettre en œuvre les mesures qui ont été prises. Sur le chlordécone, là aussi, 35 millions d'euros de crédits publics ont été engagés, donc 10 millions de plus que la totalité des dépenses du précédent plan. C'est aussi stratégique. On l'a évoqué pour les sargasses tout à l'heure, qui est un point important. Là aussi, on sait que la solution, elle n'est pas uniquement de nous, elle est un peu plus large que ça, pour pas que ça vienne sur les côtes.
Voilà, on est mobilisé là-dessus, mais on ne maîtrise pas tout, nous, directement. Je pense que la démarche est un peu plus large. Cela dit, on est mobilisé avec des moyens financiers qui sont quand même conséquents sur ce point. Vous aviez évoqué quelque chose d'autre au début de votre propos, quand vous avez pris la parole, c'était la considération, sauf erreur de ma part, à l'égard de nos compatriotes ultramarins. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai jamais considéré dans toutes mes fonctions qui étaient les miennes que je gérais des dossiers. Bien sûr que ça se concrétise pratiquement par des dossiers, mais que j'avais d'abord la responsabilité de la vie de mes compatriotes, de mes habitants de ma commune, et comme parlementaire, une partie des Français dans la mission qui était la mienne. Et je considère bien la même chose en la matière dans les fonctions qui sont aujourd'hui. Tout à l'heure, un de vos collègues disait, mais vous avez dit, monsieur le ministre, que vous n'aimiez pas la pression. J'aime pas la pression, ça dépend laquelle. Il y a de la bonne pression quand elle est fraîche. Mais en fait, ce que je cherche, c'est de trouver des solutions. Et donc, j'ai besoin et je veux, à tout prix sur chaque sujet, approfondir les choses pour donner des réponses qui soient solides et des réponses qui soient fermes. Je ne veux pas prendre d'engagement que je ne suis pas capable de tenir. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, autant que faire... Il y a des moments où il faut répondre très vite, bien évidemment, il faut faire très vite. Puis il y a des moments où il faut quand même se donner le temps de faire les choses correctement. Donc voilà, je répondrai toujours à toutes vos questions. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il y a des moments où je pourrais parce que je reconnaîtrai la réponse. Il y a des moments où je ne serai pas capable parce que forcément, je ne fais pas assez d'informations, nous ne sommes pas allés assez loin. Mais vous aurez toujours une réponse. Mais vraiment, je tire de mon expérience d'élu local le fait que le point majeur, c'est l'évaluation de ce qu'on est capable de faire concrètement et de notre efficacité. Donc c'est dans cet esprit-là que je suis. Mais j'ai une considération réelle pour tous nos compatriotes, sans exception. Ah, la jeunesse. Oui, alors c'est la jeunesse. Oui, alors je l'avais évoqué au début de mon propos, en fait. Mais c'est évidemment le point fondamental. Enfin, ce n'est pas le seul, mais il n'y a pas de pays qui soit capable d'être efficace s'il n'est pas capable d'offrir une espérance, un projet, un avenir à sa jeunesse. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, c'est d'une banalité absolue. Sauf que cette banalité, elle se heurte parfois à des situations pratiques qui font que celle-ci ne trouve pas la suite. Moi, je suis très attaché à la formation, bien sûr, pas de problème, au fait de mettre tous les moyens en œuvre pour former l'éducation, bien sûr. Former, éduquer, former, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui m'intéresserait, en tous les cas, la problématique que je relève dans ces premiers jours, c'est la grande difficulté pour nos jeunes compatriotes ultramarins, potentiellement de venir en hexagone pour finir leurs études, mais surtout de pouvoir, le moment venu, revenir pour travailler sur leur territoire. Ça, c'est vraiment quand même une difficulté majeure. Alors, ça tient à plusieurs choses, mais on peut s'inscrire aussi dans une logique de développement économique, de création de richesses, qui permettra à chacun de trouver un boulot sur place. Et je répondrai un peu par avance à une question qui m'a été posée sur les échanges régionaux, d'une façon générale. Et je crois que si on est capable d'inscrire chacun de nos territoires dans la zone géographique dans laquelle le bassin de vie s'exerce, le bassin économique se développe, on aura peut-être là plus de chances de permettre à un certain nombre de nos jeunes compatriotes de venir se former ailleurs ou en France hexagonale, c'est pas la question, mais de pouvoir trouver un travail dans le bassin de vie dans lequel ils vivent. Honnêtement, je dis ça, comment dire, c'est une posture un peu générale, mais c'est le sentiment que j'ai. J'ai besoin de la vérifier, de le contrôler, mais c'est quand même le sentiment que j'ai profondément. Alors, on met en place, c'est vrai, on met un petit mot juste d'ailleurs, que l'ADOM va financer une aide au retour en cours, qui est en cours de montage, bon, très bien, mais fondamentalement, il faut qu'on trouve le moyen que un jeune Martiniquais, ou une jeune Martiniquaise, un jeune Guadeloupéen, un jeune Réunionnais, un jeune Mahorais, c'est encore plus prégnant sur Mayotte d'ailleurs, ou un jeune Guyanais, pour oublier personne, ou un jeune Calédonien, ou un jeune, qu'est-ce qui manque, Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne sais plus, voilà. À partir du moment où
qu'ils puissent revenir à un moment ou à un autre et trouver un travail suffisamment pertinent. Ça, je pense que ça tient d'abord, outre à la capacité de formation, à la capacité de pouvoir élargir sur place la zone économique et la zone de travail, donc l'offre, la capacité d'offre d'emploi sur le territoire. Donc ça, c'est un très, très gros boulot. Ça ne va pas se faire en 15 jours, hein. Ça, je suis vraiment convaincu de ça. Mais en tous les cas, il faut amorcer le système. Ça me paraît... Sinon, ça sera compliqué ou trop difficile, hein. Ça, voilà. Madame Kabidi, je mesure votre détermination sur les questions que vous me posez. L'amendement du gouvernement sur la TVA permet de tenir les engagements du protocole qui ont été pris. Il n'y a pas de bouclier qui a été mis en place, mais il y a 6 000 produits qui ont été visés. Donc ça, c'est un point important. Je crois que le point, je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure, plus générale de la TVA, c'est peut-être vous, Mme Bellet, comme quoi je vous ai écouté. Suppression totale de la TVA sur l'ensemble de nos outre-mer, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Et je pense, alors en toute sincérité, je vous parle très librement là-dessus, que à la faveur d'un amendement, c'est peut-être un peu compliqué quand même à faire, pour dire que ce n'est pas très favorable. Mais je pense en revanche que dans le cadre d'une démarche beaucoup plus large sur la restructuration du modèle économique et de la manière dont on aborde la vie chère dans nos territoires ultramarins, on devra aborder en partie cette question. C'est toujours la même chose. Quand on dit on supprime une recette pour l'État, comment on compense, comment l'État compense, est-ce qu'il y a un équilibre ailleurs ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ce principe-là qui est là. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas jouable. Je dis cependant que dans la discussion générale que moi, je vais ouvrir très très vite après la période du budget, sur la vie chère au sens large du terme, sur la structuration du coût de la vie dans nos outre-mer, on abordera tous les dossiers. Ça, vraiment, et tous les sujets, et on verra ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Je ne ferme aucune porte, mais de là à dire que la suppression totale de la TVA sur l'ensemble des outre-mer, je vais faire tousser un certain nombre de ministres, et sincèrement, ce n'est pas jouable par voie d'amendement, et même sur le principe, je ne sais même pas si c'est jouable, je ne crois pas, mais en revanche, il y a sûrement des équilibres à trouver. Mais excusez-moi, monsieur le ministre. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, ben d'accord. Très bien. Moi, je respecte ce que dit le président. Hein, je ne discute pas là-dessus. Sur la partie RH que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Le blocage des prix, c'est les dispositions de mémoire de l'article un peu plus 400 quelque chose du Code de commerce, sauf erreur de ma part, qui a été avancé par le préfet, d'après ce que vous avez dit, comme une possibilité. Qui est-ce qui l'a avancé? C'est le rapporteur général du budget. Eh bien, donc, qu'il dépose un amendement sur ce sujet, je ne sais pas, qu'il fasse quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas prévu, pour être tout à fait clair, hein, que les choses soient claires. Sur la partie RH que vous avez soulevée tout à l'heure, on l'avait évoqué ensemble. Oui, on va faire un point sur cette partie RH, sur le texte que vous aviez imaginé. Et on va faire un point sur ce sujet-là. Et la fonction publique sera évidemment au programme du SIOM. Et donc, il y aura peut-être sur ce point-là, puisque vous l'avez évoqué, des améliorations qui soient possibles. On ouvrira aussi la discussion. Enfin, il y avait... sur le soutien des échanges régionaux, c'était M. Maillot, j'ai répondu. Où est-ce qu'il est? Là-haut. Il était en visio, mais voilà. Et ben, il devrait être là, oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on ouvre la discussion, enfin qu'on ouvre la discussion. C'est un vrai sujet de fond pour moi que chacun de nos territoires puisse vivre dans le bassin de vie dans lequel il est et potentiellement échanger avec ce bassin de vie. C'est un des éléments, me semble-t-il, possibles de la lutte contre la vie chère. Il y a une question de normes européennes, là-dessus il ne faut pas oublier, hein, il y a beaucoup de choses, et d'application de normes européennes, c'est-à-dire qu'on a un débat qui sera en partie européen. Et quand vous me dites qu'il y a 13 étages de contrôle de normes, dès lors qu'on est sur un territoire ultramarin, ça me paraît fantastique de complexité, et donc tout à fait difficile à faire. Oui, excusez-moi, mais c'est pas ce que j'ai dit qu'il y avait 13 étapes. Oui, c'est ce que j'ai noté, 13 étapes, oui, c'est ça. 13 intervenants, oui.
Collègue Maillot, on n'intervient pas. Je te remercie, collègue. Et puis enfin, sur l'importance des flux logistiques sur les portuaires, oui, il y a une première démarche qui sera d'élargir l'aide au fret venant des pays voisins. Ça me paraît utile. Et puis l'amendement TPE, donc très petites entreprises, qui a été posé. C'est un amendement dont l'objectif, je rappelle, est d'exonérer les TPE d'outre-mer de la réforme des exonérations de charges. Dans ces cas-là, on va voir, avant toute réforme, là aussi, qui n'est jamais sans conséquence, souhaite qu'on puisse en discuter. Ce n'est pas un mot que de le dire ou une façon d'échapper à la réponse, mais c'est une façon d'être responsable et de dire je ne dis pas non par principe, mais on regarde si c'est ce qui est jouable, quelles sont les conséquences et comment on gère les conséquences. C'est vraiment ça l'objectif qui est le mien. D'ailleurs, peut-être qu'on aura un recours aux ordonnances, qui est prévu d'ailleurs dans les débats sur le PLF, même si je crois que les dispositions de l'article 6 sont tombées. C'est un peu ce qu'on avait prévu. C'est tombé en séance avant-hier, ou je ne sais plus quand. Et donc, l'idée d'avoir une habilitation gouvernementale sur ce point-là, c'est bien l'idée d'ouvrir la discussion et la concertation. Moi, je suis très attaché à ça. Enfin, sur la continuité territoriale et en particulier la généralisation des aides et la comparaison avec la Corse, comparaison, effectivement, vous l'avez dit, n'est pas raison, mais la Corse, c'est la collectivité territoriale de Corse qui est compétente en la matière. Et c'est elle qui est l'AOT compétente sur le domaine. C'est elle qui définit les modalités d'organisation. Enfin, elle exerce sa compétence, totalement. Bon, alors après, est-ce que tout ça est comparable avec la situation de nos Outre-mer où l'État participe largement? Là aussi, je comprends le principe, et le principe en lui-même, il est louable, mais je ne suis pas certain de la capacité à faire. De la capacité à faire totalement. Là aussi, on fera un effort pour les personnes aidées dans le cadre de l'ADOM, impérativement. Cet effort sera maintenu, et ça, il n'y a pas de doute, c'est là qu'elle sera compensée, pour être parfaitement clair, pour les personnes que l'on aide dans ce cas-là. Faut-il élargir différemment à d'autres ou en totalité? En totalité, objectivement, mais sincèrement, je n'y crois pas, sauf s'il y avait une capacité vraiment financière trouvée qui nous permette de le faire. En revanche, peut-être une évolution à terme, pourquoi pas, mais ça fait partie des discussions qui doivent être ouvertes aussi assez rapidement, sachant que voilà, c'est le point principal que je voulais vous donner. Et je n'ai pas d'autres questions, je crois avoir répondu à tout le monde. Merci, monsieur le ministre. Donc, on passe... Ah oui, la data. Oui, pardon. Pardon. Si, j'avais une question, je ne voudrais pas ne pas répondre totalement à Madame la députée Bellet. Quand est-ce que je vais en Martinique? Alors, je vais vous faire une réponse bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est dans les semaines qui viennent, peut-être même dans les jours qui viennent. Vraisemblablement avant le 15 décembre. Avant le 15 novembre, pardon. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Je vous dirai très rapidement les dates précises, parce que je suis en train de... Parce que... Non, mais bien sûr. Non, mais j'ai pris l'engagement auprès de tous les élus ultramarins que lorsqu'il y a un déplacement, je les avertis à l'avance et suffisamment tôt pour que chacun puisse prendre ses dispositions, s'il le souhaite naturellement. Là, je pense que dans la semaine qui suivra le 11 novembre, je serai en Martinique. L'annonce est faite. Juste, Président, s'il te plaît, c'est juste une question, mais c'est important parce qu'il y a des choses qui ont été promises par le Premier ministre à la Martinique et j'aurais voulu savoir si le ministre chargé des Outre-mer a la liste des promesses du Premier ministre remises à Monsieur le Président de la CTM. C'est un petit peu de temps après. Oui, elle essaie. Alors,